Téléspectateurs, vraiment toutes nos excuses, les aléas du direct malheureusement et pour des raisons indépendantes de notre volonté, ce direct a été coupé. Donc on va reprendre où on s'est arrêté. On est toujours en train de discuter, d'échanger autour de la thématique infanticide et violence faite sur mineurs, le silence qui tue. Alors, j'étais avec Gabriella, membre de la société civile et femme engagée dans tout ce qui concerne la lutte contre les droits et la protection des enfants. Alors, sur le terrain, quel type de violences sont les plus fréquentes, Gabriella? Merci Eva, je profite également pour saluer mes compagnons qui sont avec moi aujourd'hui et adresser mes sincères condoléances et encouragements à Madame Solo qui, comme on le sait, tous traverse une période très difficile. Alors, sur le terrain, la plupart du temps, on peut retrouver deux types de violences. Il y a la violence verbale qui n'est pas à négliger, c'est-à-dire que ça peut être un parent envers son enfant ou même les deux parents envers leur enfant ou envers des enfants adoptifs. Et le deuxième type de violence qu'on retrouve très fréquemment, ce sont les violences physiques. Ça passe par de la maltraitance, manifestée par de la bastonnade, il y a des parents qui peuvent laisser aussi des enfants affamés et voilà un peu. Thérèse, bienvenue encore une fois de plus. Qu'est-ce qui t'a donné la force de parler aujourd'hui alors que surtout tant de mères restent en silence et que ça fait 2 ans qu'on ne t'a jamais entendu? Merci Eva de m'avoir sollicité sur ce plateau. Merci de me donner la possibilité de m'exprimer enfin. Voilà, déjà, j'ai eu envie de prendre la parole aujourd'hui parce que il est inadmissible de rester silencieux face à une telle atrocité face à une telle atrocité vis-à-vis des enfants. Le cas de la petite Divine m'a profondément bouleversée, à aller réveiller en moi des blessures qui n'ont même pas cicatrisé véritablement. Donc, je ne pouvais pas décliner cette invitation. Je suis restée silencieuse aussi parce que mon mari était le soldat de tête, le pilier de la bataille. Il se mettait en avant, il ne voulait pas que je me mette en danger, qu'on expose les enfants. Il voulait me préserver. C'est la seule raison pour laquelle je n'ai pas été au devant de la scène. Mais j'étais en backstage. On peaufinait les stratégies pour continuer la lutte pour la vérité. La vérité est surtout pour savoir qui sont les auteurs de ce crime vis-à-vis de la petite enfant. Aujourd'hui, ça reste encore un mystère pour nous tous. Malgré toutes les tentatives jusqu'ici de recherche de la vérité, nous sommes restés sur notre faim. Il n'y a pas eu de réel, il n'y a pas eu d'interpellation, pour dire ça comme ça. On nous a toujours dit, voilà, il y a trop de gens dans l'enquête, il y a trop de gens. Il y avait beaucoup trop de gens sur le site. C'est difficile de mener l'enquête. C'est difficile, on n'a pas les moyens techniques pour investiguer. On est buté, voilà. On nous a demandé qui on pouvait soupçonner, qui on soupçonnait. On a donné quelques noms. On nous a dit, voilà, compte tenu de certaines lois, on ne peut pas aller, c'est sensible, c'est compliqué, on ne peut pas humilier les gens, c'est ce qu'ils nous ont dit. On ne peut pas humilier les gens sous prétexte des soupçons. Donc, on en est toujours là, à la quête de la vérité. Je sais pas, madame, quelle est l'unité qui mène les enquêtes? Le groupement, à côté de la PJ de Nanjola. La Légion des gendarmeries. Oui, la Légion des gendarmeries. Mais il faut rappeler, parce que on a rencontré Clairette et son époux au moment des faits, on a tous été touchés, émus par le message que son défunt époux Émile avait écrit sur Facebook à la rentrée 2024.
Pendant que des parents cherchent des fournitures scolaires pour leurs enfants, moi, je suis en train de chercher un cercueil pour enterrer ma fille, etc. Alors, on sait tous, la plupart des gens qui ont été émus, ont cherché à rentrer en contact avec eux. C'est comme ça que Gabriela s'est rapprochée de la famille, que moi aussi. Et au départ, c'est d'abord une unité de gendarmerie qui était venue sur les lieux. Et comme le corps de la petite avait été retrouvé dans un bâtiment voisin à eux, mais dans le même camp, dans le sous-sol, dans l'eau, son corps flottait. Pourtant, ça faisait à peine 1 heure que sa maman avait perdu les yeux sur elle. Ils ont d'abord dit qu'elle s'était noyée. Il a fallu donc que le papa fasse une autopsie pour découvrir donc derrière que la petite a été violée, béance anale, béance vaginale et asphyxie. Donc, elle aurait avalé sa langue au moment où tout ça se produisait. Donc, après, la gendarmerie ne traitant pas l'affaire correctement, Émile avait donc retiré l'affaire. Il est allé à la police. À la police encore, on a tourné, on est tombé sur un enquêteur, je vais le dire un peu véreux, qui a tourné, qui, comme elle dit, non, je vais pas humilier les gens, je vais pas interpeller, etc. Et au final, on a donc repris encore l'affaire à la police et reparti à la gendarmerie. Ça fait bientôt 2 ans, hein, que l'affaire tourne en rond. Il y avait même une avocate sur l'affaire. Et une fois qu'Émile est décédé, elle a un peu disparu. Je vais la citer en off, pas tout de suite. Donc voilà un peu où ils en sont. Mais je vais repartir vers Maître Paul Fils. Alors Maître, dites-moi, quel profil retrouve-t-on le plus souvent? Les parents, parce que moi j'ai discuté avec une jeune dame qui s'appelle Audrey, qui a été violée depuis ses 9 ans par son père. Les membres de la famille, ou alors ce sont des figures d'autorité pour des pratiques qu'on ne maîtrise pas. Vous, en tant que psychologue, quels sont... Je suis maître. Maître aussi. Vous avez dit maître. C'est bien de le dire. J'ai mené une petite enquête il y a quelques années sur les profils des personnes qui agressent les gamines, les enfants. Et cette enquête avait révélé que c'est généralement les personnes qui côtoient les enfants, les filles vulnérables. Ça peut être un voisin, ça peut être un membre de la famille. Bref, c'est toujours quelqu'un qui n'est pas très loin. C'est rarement quelqu'un qui viendrait de très très loin pour venir commettre le forfait. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la promiscuité. C'est-à-dire, lorsque les gens vivent dans une maison où il y a trop de personnes et que les enfants ont tendance à jouer n'importe comment, il y a souvent ces personnes-là qui sont en retrait et qui ont du mal à affronter les filles de leur âge. C'est eux qui sont souvent en jeu ou bien en situation d'en jouer avec ces petites filles-là. Et c'est généralement eux qui profitent pour faire des attouchements et parfois de véritables agressions sexuelles. Ça, c'est ce que cette enquête avait révélé. Mais s'il faut parler d'infanticide aussi, on peut questionner les profils parce que les femmes aussi éliminent leurs enfants. Généralement, on est là en situation des femmes qui sont en train de faire soit une dépression ou une psychose postpartum. Et on peut constater ça à travers leur comportement. Parce que quand vous voyez que la mère de l'enfant observe une distance, ou dit l'enfant là n'est pas joli, me ressemble pas, ou bien, bref, un comportement de rejet, avec une attitude un peu dépressive et d'isolation ou d'isolement, il faut faire attention. Il faudrait que cette femme se fasse consulter par un professionnel de la santé mentale. Parce que le tout n'est pas d'analyser ce qui peut entraîner le décès de ces enfants-là, ou bien la tuerie de ces enfants-là, l'assassinat de ces enfants-là. Mais surtout, comment l'éviter? Parce que moi, ça m'intéresse de voir aussi comment éviter. Je pense que dans votre guide de l'émission, c'est sûr que vous allez aborder cette question. Donc, pour les profils, voilà à peu près ce qu'on peut dire. Mais il y a aussi des personnes qui, disons parfois le garçon et la fille qui s'entendent pour éliminer le bébé.
généralement, c'est dû à des raisons parfois économiques, socio-économiques. Ils ont du mal à élever cet enfant. Donc, ils font tout pour cacher la grossesse et dès que l'enfant est né, on l'élimine. Donc, il y a ces cas-là aussi. Docteur Arthur, une autre question. Est-ce que vous avez déjà rencontré des pédocriminels, des pédophiles? Et qu'est-ce que vous pensez est à l'origine justement de cela, de ce phénomène? Avant de peut-être répondre à la question, je vais revenir un peu sur l'intervention de la maman d'Ophé. Oui. Elle a tout à l'heure parlé de la vérité. La vérité dans des cas pareils, dans des situations pareilles, est très importante pour la guérison du traumatisme qui est derrière. Parce qu'en réalité, beaucoup de familles restent avec le traumatisme, malgré peut-être qu'il peut y avoir des suivis psychologiques, parce que derrière, on n'a même pas l'information de comment. Parce que si on a la vérité, on a le comment l'enfant est. Donc, qu'est-ce qu'il sait? L'histoire du déroulement de l'événement de la disparition, on ne l'a pas. Et souvent, c'est un poids avec lequel on grandit, c'est un poids avec lequel on reste. On vit avec. Donc, c'est pour ça que c'est important que, face à des situations pareilles, il y ait véritablement une vérité. C'est important que les enquêtes se poursuivent pour que la famille puisse guérir. Et dans le cas d'espèce, on a deux figures d'attachement qui sont parties en l'espace de quelques mois. Et donc, ça, c'est un poids lourd à porter. Mais l'important que la vérité soit faite pour que la maman d'enfant puisse poursuivre son bout de chemin. Maintenant, pour revenir à votre question sur le profil, qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, on a parlé des traumatismes de l'enfance. Mais moi, je vais évaluer l'aspect anthropologique. L'aspect anthropologique en Afrique voudrait que l'Africain a tendance à se dire c'est dans la violence qu'on se construit en fait. Je vais peut-être dire le nom, mais dans une certaine tribu en Afrique, à l'époque, peut-être aujourd'hui, la pratique avec le développement, avec la modernité en train de disparaître, l'homme c'est le pouvoir, l'homme c'est la toute-puissance. Et pour passer la puissance, pour passer le pouvoir à l'homme, il fallait une pénétration anale du père à son fils. Est-ce que vous voyez le sens de la puissance de l'homme? Et un homme peut se dire, du moment où mon père ne l'a pas fait, je suis pas véritablement un homme. Et lorsque des questions sexuelles comme ça sont banalisées, on va se rendre compte que la sexualité même est banalisée. Et donc, pour revenir à ce profil, en réalité, les expériences de l'enfant sont très capitales pour le développement de l'adulte. Et oui, beaucoup d'agresseurs sexuels d'enfants ont été eux-mêmes victimes à l'enfance. Et oui, tout à l'heure, on le disait en off, mais c'est pas banalisé. Les expériences affectives entre un homme et une femme, les premières expériences affectives sont très capitales pour la suite de la sexualité. Si un homme décide de se mettre avec une femme, de courtiser une femme, et peut-être par inadvertance, la femme va dire tu es petit, tu ne vaux rien. Ou alors, lors d'un rapport sexuel, il est insulté. Alors, ça peut virer dans son cerveau, ça peut virer dans la tête et se dire que, donc, si je suis petit face à mes pairs, c'est-à-dire face aux pairs, à mes égaux, alors, vis-à-vis d'elle, je n'ai pas la puissance, je n'ai pas la force. Et donc, il faut véritablement que l'homme mette sa sexualité en jeu, mais vers qui se tourner? Vers les personnes ou vers la personne inférieure qui ne sera pas capable de dire non, qui ne sera pas capable de dénigrer, qui ne sera pas capable d'insulter, et on va se rendre compte qu'ils vont se tourner vers les enfants. Mais pas que les filles, mais même les garçons aussi. Et il y a beaucoup d'expériences qu'on peut retrouver chez ces personnes-là. Malheureusement, on fait souvent des recherches et puis ça reste dans les tiroirs. Puisque les recherches que nous avons fait à la position centrale étaient justement pour apporter des solutions lorsque je disais tout à l'heure mettre des peines alternatives. Beaucoup sont condamnés avec des mesures coercitives en 10 ans, 20 ans. Mais sauf qu'ils ressortent.
Le rôle de la prison, c'est de faire la personne qui entre une nouvelle personne ou alors une meilleure personne. Au moment de se réinsérer dans la société, Ouais. mais y a-t-il une réelle réinsertion sociale au Oui. Cameroun? Lorsqu'on regarde l'aspect carcéral, le milieu carcéral, c'est comme un congélateur en fait. Vous entrez, les caractères avec lesquels vous êtes entrés ne sont pas effacés, au pire, sont renforcés. Encore plus, voilà. Et quand je dis congélateur, c'est qu'à l'intérieur, je ne peux pas faire du mal. Mais lorsque je sors, je suis libéré. Et vous voyez que je suis davantage expressif et davantage je suis amené à commettre le même acte. Alors, si j'avais violé une fille, alors je peux en violer 10. C'est ça. Parce Sauf qu'il que faut maintenant, absolument- j'essaye de mieux me cacher. Il faut des solutions alternatives à la justice et il faut justement le travail avec des personnes qui sont à même à apporter ces solutions alternatives-là. Maître chez toi, justement, on parle aussi beaucoup de crimes commis à l'intérieur des familles. Que risque une famille qui cache un crime? Que ce soit un neveu, un cousin. D'ailleurs, nous ici, on a eu le cas d'un de mes employés. Sa nièce a été violée par ses cousins et au final, la famille a demandé de garder ça en famille. C'est un esprit qui les a possédés, etc. Que risque une famille qui cache un criminel? Alors, la loi est claire, comme je disais, c'est le délit d'omission de porter secours. Si une personne a l'information selon laquelle, ça peut même, on dit même pas que une information, ça peut être un oui-dire qu'une personne encourt un péril pour sa vie ou des blessures graves. Cette personne doit tout faire pour porter secours ou dénoncer ou alerter pour qu'on porte secours à cette personne en danger de mort ou en danger de blessures graves. Si vous êtes informé de cette situation et que vous gardez le silence, même volontairement ou involontairement, s'il établit que vous avez l'information que vous n'avez pas dénoncée, vous pouvez faire l'objet de poursuites pénales et condamner une peine de prison allant de 1 an à 3 ans de prison et d'une amende de 20 000 francs à 1 million de francs. Donc, c'est un délit qui n'est pas négligeable. Et je pense que de plus en plus, il faut informer les uns les autres sur ce type de délit et aussi, lorsque les poursuites sont initiées, qu'on interpelle. Parce que parfois, dans le cadre de la procédure, les fins limiers ou les agents de poursuite ont souvent ces informations, préfèrent souvent, pour ne pas rendre le dossier volumineux, dire, OK, j'ai déjà l'auteur, j'ai peut-être les complices, je laisse les gens qui avaient l'information. Non. Une fois que c'est établi que dans le cocon familial, on avait l'information que Paul violait la petite Mélanie ou Israël, je sais pas quoi, et qu'on s'est tué, lorsque l'enquêteur recoupe et il a les informations, établit les indices qui établissent que peut-être tel voisin avait cette information, on le joint à la procédure. Et lorsqu'on va sanctionner de telle attitude, ça va passer une leçon aux uns aux autres. Mais c'est parce qu'on n'a pas constamment l'habitude de sanctionner de tels comportements que les gens laissent passer. Moi, je vais terminer par un autre point. J'observe beaucoup une société en ce moment. Parce que vous voyez, plus la société évolue, la dépravation dans tous les sens C'est ça. est également accrue. J'observe beaucoup une société, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est passée à un mode de répression publique et même visuelle. Ça veut dire, quand on veut sanctionner un comportement, on s'arrange à ce que ce soit communiqué pour que les uns et les autres comprennent la sanction. Vous voyez, par exemple, ici chez nous, une femme en train d'être violentée, des gens filment, Et rigole. rigolent et partagent sur les réseaux sociaux. Ces personnes peuvent tomber sous le coup du délit d'omission de porter secours. Bien sûr. Au lieu de filmer, allez porter secours à cette personne victime d'une violence qui est en péril de mort ou de blessure grave. Alors, moi, j'ai vu pire. Mhm. La dame qui s'est suicidée avec ses 3 enfants, peu importe quelles étaient ses motivations, il y a des gens qui sont arrivés, quelqu'un qui filmait, qui disait, ah, celui-là respire encore. Mais pendant que tu es en train de dire, celui-là respire encore, tu pouvais porter l'enfant et aller, et je ne pense pas qu'ils ont été. Et la simple déclaration de celui-là respire encore peut justifier, peut être d'un indice Oui. qui va concourir à sa poursuite pour C'est défaut d'omission de porter secours. ça. Alors, il aurait dû, au lieu de filmer, il aurait dû porter l'enfant en question, courir vers un centre hospitalier et peut-être que l'enfant serait encore des nôtres. Donc, voilà également ce qu'on peut dire. Clairette, après, oui. C'est important de dire qu'il faut sanctionner. Moi, je pense qu'il faut véritablement sanctionner.
sans excuse, sans tolérance, parce qu'aujourd'hui, la violence dans notre société doit être sanctionnée. Mais le ministère des Affaires sociales, qui passe le temps à faire beaucoup de communiqués, sans avoir les actions, a mis Communiquer un vite. numéro vert, par exemple. Il ne fonctionne pas ce Sans- numéro, je le Bon, dis, sans crainte. J'ai testé. J'ai vu une enquête, Voilà, on a fait une enquête enquête, sur la mhm. prostitution. On a appelé ce numéro. Ils ne Effectivement. répondent pas. J'ai joint le cabinet de la ministre. J'ai demandé à la rencontrer en lui disant que j'ai réussi en tant que journaliste, Effectivement. femme PDG, à démanteler un réseau de prostitution qui fait venir des filles Mhm. de Boya, etc. Des filles vulnérables qui viennent, qui se vendent à 80 000 la semaine. Elle leur reverse 20 000, elle encaisse 60 000. Vous savez ce que la secrétaire m'a répondu? On va vous contacter. On ne m'a jamais contacté. Le documentaire est sorti. Ils n'ont rien fait. C'est justement l'occasion aussi d'interpeller. Je suis désolée, je ne sais pas ce que fait le ministère des Affaires sociales et de la promotion de la femme et de la famille. Des mamans pleurent. Nous, on parle de Yaoundé, Douala, des grandes villes, mais si on va à l'intérieur Dans l'interland, à l'intérieur du pays, c'est là où plus les grave. gens sont moins éduqués, c'est encore plus compliqué. On est d'accord, mais même si le numéro fonctionne, on n'explique pas aux gens qu'est-ce qu'il y a derrière ce numéro. C'est ça. Parce que si on dénonce aujourd'hui, le ministère des Affaires sociales, disons même qu'ils se saisissent de l'affaire, ils vont aller retirer l'enfant qui était violenté, qui était maltraité, ils vont aller mettre dans un orphelinat, vont placer. Mais la suite dans l'orphelinat, c'est quoi? Parce qu'on intervient souvent là, il n'y a pas de suite. Donc, vous voyez que il y a un gros travail à faire, mais il y a la sanction qu'il faut, Mais je faut pense commencer que, par les je pense sanctions. que les affaires sociales ont un travail de fond et je crois qu'ils doivent revoir C'est ça. leur politique. Pour le juriste que je suis, j'ai dit, il y a beaucoup de lacunes. Maintenant, le placement ne peut pas toujours être au niveau de famille, des orphelinats ou autres. Aujourd'hui, il y a même des familles qui peuvent recueillir. Il y a des personnes tierces qui peuvent recueillir. Moi, je veux pas dire moi, on va pas citer les confidentialités. Je connais des affaires ou des personnes nantis qui n'ont pas peut-être le bonheur d'avoir d'enfants qui diraient non, je Bien prendrai ceci le temps que vous avisez. Donc, il y a plusieurs situations. Je crois que les affaires sociales au Cameroun doivent revoir leur modèle. Priorité. La Et priorité. elles sont leurs priorités. Et nous avons un sérieux problème aujourd'hui, c'est que, regardez-vous, le code de la famille est attendu depuis des années. Parce il y a une pléthore de textes juridiques de manière éparse. Il faut faire un compendium en un texte, le code de la famille, de la femme et de l'enfant. Ça veut dire que chacun marche avec un code en sachant que voici la Bible qui défend les droits et intérêts et maintenant elle fait des renvois dans le code. Parce que tout ce désordre-là, on ne sait même plus qui fait quoi. On a la condition là-bas, famille, on a les affaires sociales là-bas, on ne sait plus qui fait quoi. C'est ça. Et On ne sait plus qui fait. S'adresser. Alors, on a des cas comme celui de Clairette. En off, on était avec docteur Malé et elle lui a posé une question. Qui accompagne en réalité les mamans comme moi qui ont perdu leurs enfants psychologiquement? Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est ça qui devrait être une des priorités de ces ministères. Et c'est prévu dans notre constitution. Une dame vient de perdre son enfant qui a été violé. Elle perd son mari quelque temps après. Elle reste sans emploi avec 2 enfants à charge. Mais qui l'aide, même psychologiquement, à traverser cette situation? Je viens vers toi justement, Clairette. Après la mort d'Orphée, comment est-ce que le quartier, l'entourage, la famille vous a traité? T'a traité? Après la mort, parce que quand on a découvert Orphée dans le sous-sol, il y a un couple qui l'avait sorti du sous-sol et nous on l'a découvert déjà sur le rez-de-chaussée. Quand son père est arrivé, il s'est tout de suite jeté sur elle, il a pratiqué un massage cardiaque et derrière on entendait elle bouge un peu, elle bouge. Il a ramassé l'enfant et on a couru tout de suite à la clinique la plus proche, là où on a déclaré qu'elle était décédée. Et jusque-là, on ne savait pas qu'elle avait été abusée. On rentre, c'est quand on commence à se poser, mais l'enfant qui ne sort jamais de la maison fait comment pour se retrouver dans cet immeuble? Qui l'a amené là-bas? On commence à se poser de réelles questions. Elle n'aurait pas pu aller toute seule. À 5 ans, elle était d'abord très craintive. On décide donc de pousser la réflexion. Et dans notre petite concertation avec la famille qui était venue directement, ils nous disent, écoutez, si vous avez un doute, c'est mieux de demander l'autopsie. Et c'est comme ça que c'était parti.
Quand on demande dans l'autopsie, on a eu les résultats quelques jours plus tard. Bon, le voisinage, on n'a pas voulu diffuser l'information, on a voulu garder l'information pour nous-mêmes, histoire que l'enquête se poursuive dans les bonnes conditions. Et quand on va au village, pendant les palabres, que le papa prend la parole, il dit voilà, voilà, mon enfant a été abusé, c'est ça qui a causé sa mort, voilà, voilà. C'est là où ceux qui nous accompagnaient ont eu aussi l'information et c'était le choc total. Les gens sont entrés dans tous leurs états. On revient, nos voisins ont subitement. C'est vrai qu'avec ceux de l'immeuble, on n'était pas proches. C'était le bonjour en passant. Je ne les remarque, je les reconnais même pas. Je les verrais en route là, je ne saurais même pas que celui-ci était mon voisin. Mais ceux avec qui on était dans la concession ont pris leur distance. Ils ont pris leur distance, comme s'ils savaient qu'on allait les accuser, en fait. Comme si ils se sont directement, oui, ils se sont directement braqués. C'était à peine, dès qu'ils nous voyaient, dès que je franchissais le portail, c'était direction à la maison. Chacun entrait chez lui, comme s'ils ont vu la peste. Et ça se continue jusqu'aujourd'hui, parce que dernièrement encore, c'était le 29, un 29. Je suis allée là-bas. Oui, c'était un 29. Je suis allée là-bas comme d'habitude, mettre une bougie, essayer de regarder. Quand j'arrive, tout le monde, c'était la débandade totale. Je dis que c'était la débandade totale. Il n'y a pas eu, pour des gens qui étaient chez moi, j'arrivais même pas à me reposer un peu. Maman, on fait, est-ce que tu peux avoir des oignons? Est-ce que tu peux avoir du pain? Est-ce que tu peux avoir, malheureusement, nous étions les plus stables financièrement et ça ne nous a pas aidés. On a voulu jouer les bons samaritains, on s'est un peu ouvert et on a reçu aucune compassion de notre voisinage. On n'a eu aucune compassion. Dans de pareilles circonstances dramatiques, il y a une perturbation aussi bien chez les voisins que chez vous-même. Parce que même le regard et le jugement que vous pouvez porter sur le comportement de ces voisins peut être biaisé et réciproquement. Et pourquoi? Parce que vous pouvez être perçus comme des gens stigmatisés. Parce que quand vous passez, on vous pointe du doigt. Voilà la mère d'eux. Et c'est ce que les gens évitent souvent, entre autres. Quand il y a viol dans la famille et que c'est peut-être quelqu'un de la famille qui l'a fait, on fait tout pour fermer. La famille ferme pour que ça ne soit pas à l'extérieur parce qu'on va les pointer du doigt. Donc, ils ferment pour protéger l'entité familiale. Vous savez que en Afrique, jusqu'à récemment, parce que c'est en train de bouger déjà, la famille a une ascendance du point de vue de la valeur sur l'individu. C'est la famille, l'entité familiale qui domine quelle posture adopter le vécu. dans ce cadre-là? Quand vous êtes, par exemple, la victime, et comment devez-vous vous comporter? Généralement, l'information finit par être connue à l'intérieur, mais la difficulté, c'est qui va aller à la police pour porter cette responsabilité et supporter le regard. Parce qu'il faut être capable de porter le regard de toute la famille sur toi. Toi qui vas te lever. D'accord? Et si c'est peut-être le père, ou bien le frère du père, ou bien une personne XY qui l'a fait, un proche de la famille, il faudrait qu'il y ait un courageux qui soit capable de se lever et accepter de recevoir tout ce que les gens pourront dire de lui ou d'elle. La première chose qu'on va dire, toi, tu n'as jamais fait quelque chose de mal. La deuxième chose aussi, je vais le dire, c'est que les membres de la famille se perçoivent comme ayant été incapables de protéger la fille ou le garçon qui a été abusé. Donc, il y a une sorte d'auto-accusation qui est aussi là et qui participe à couvrir le crime. Vous voyez?
Dans mes consultations, je reçois souvent les personnes victimes d'agressions sexuelles. En général, lors des premières séances, le patient est toujours confus parce qu'il perçoit l'expérience vécue comme étant sa faute. Pourquoi j'étais là? Pourquoi je suis allé là-bas à cette heure-là? Pourquoi? Bref, la personne se pose des questions comme pour s'accuser elle-même que quelque part, elle a sa part de responsabilité. Je pense que Clairette s'est même retrouvée un peu dans cette posture à un moment donné, de pourquoi elle ne l'avait pas cherché, de pourquoi Émile aussi qui se demandait pourquoi il était sorti, pourquoi il n'avait pas regardé derrière lui si elle le suivait, Ouais. des trucs. Enfin, les parents s'accusent parce que quelque Ouais. chose est arrivé, mais on ne peut pas prévoir. Alors, Gabriela, toi qui es souvent auprès de ces familles, qui a été avec Émile, j'ai envie de dire, 2 semaines, 3 semaines après sa mort, tu t'es engagée. Quelles sont les lacunes que tu as observées autour de cette affaire? Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, dans ta posture? En termes de lacunes, pas de lacunes judiciaires. Faire, oui, de juridique, dans le traitement même de l'affaire, dans quête de vérité. Bon, ce que je vais déjà dire pour compléter ce que Clairette a dit, c'est qu'il est important de savoir que le temps n'est pas un très grand camp. C'est-à-dire que les maisons se chevauchent, on peut dire ça comme ça. Promiscuité. Une promiscuité intense. C'est-à-dire que les voisins n'ont pas participé à une veillée. Je passe sur le contrôle de Clairette, hein, ils ne sont Ouais, pas c'est venus à une vrai. veillée. Ils ont poussé le vice. Parce que quand même Émile décède, elle ne reçoit pas de coup de fil. Clairette ne reçoit pas de coup de fil de ses voisins. Là, on parle là de quelqu'un qui était généreux dans un camp, qui était à l'écoute, qui était perçu comme un grand frère, le grand frère Yayato et tout ça. Et pour répondre à Eva, justement, il y a eu plein de lacunes. L'enquête a été biaisée dès le départ. Par un gendarme dont je vais taire le nom, quand il a été appelé par son supérieur qui a estimé que, bon, il y a une famille qui dérange les gens ici, leur enfant allait jouer où il y a les papins, là où il y a le gravier, le papa est tombé sur elle et on dit que l'enfant était à ça. Donc, vous observez ce type de commentaire là, l'enquête a été biaisée dès le départ. La deuxième chose aussi que m'a rapporté le capitaine qui est en charge de l'enquête maintenant, c'est que le fait que l'enfant ait été immersé dans l'eau ne rendait pas les choses énormément, les scènes énormément. Sauf qu'elle n'avait pas d'eau dans les poumons. C'est ce qu'il faut rappeler également. Pour une enfant qu'on dit qui s'est noyée, si elle n'a même pas passé. Si elle n'a pas d'eau dans les poumons, ça veut dire qu'elle est morte avant d'avoir été jetée dans l'eau. Voilà. L'autopsie est claire, l'enfant est mort à terre avant d'avoir été jeté dans l'eau. Maintenant, les petits indices comme le sperme de la personne qui aura agressé l'enfant, les empreintes ont été polluées dans l'eau. C'est ce que je dis. L'eau est malheureusement un ennemi fort des enquêtes. Les autres lacunes, c'est que les éléments même que nous avons mis à disposition de la police n'ont pas été pris en compte. On parle là d'éléments palpables. Je ne vais pas entrer dans les détails, n'ont pas été pris en compte. Les parents ont une intuition, c'est-à-dire qu'Émile avait en tête quelqu'un, son épouse même ici présente, en tête des personnes qui n'ont pas été inquiétées, qui n'ont pas été mises sous pression, qui n'ont pas été auditionnées de façon propre. Donc voilà, et enfin, si on veut parler de lacune judiciaire, je vais parler de la lenteur même dans les faits, c'est-à-dire que le cas d'Orphée reste un cas très particulier. D'après même ce que les enquêteurs nous ont rapporté, c'est une enquête où quand les enquêteurs estiment qu'ils se penchent, ils disent qu'ils ont le cerveau à un moment qui va en pagaille parce que c'est incompréhensible. On rappelle Oui, qu'on est c'est là ça. pour tout ce qui concerne les infanticides, les violences sur les mineurs, sur les enfants. Tu es souvent très au contact également des enfants victimes comparé aux agresseurs. Comment est-ce qu'on traite les enfants victimes, Gabriela? Ceux qui vivent, hein, ceux qui n'ont pas été assassinés après coup. Non, sans vouloir être, comment dire ça, sans vouloir condamner ou juger. Il faut rappeler que les enfants victimes, parce que depuis on parle beaucoup de hommes à femmes, mais les petits garçons aussi ne sont pas épargnés. C'est même également devenu grave. Les jeunes adolescents, les petits garçons aussi. J'ai une vidéo que je n'ai pas beaucoup partagée qui est insoutenable, qui montre un enfant de 2 ans hein, en train d'être abusé par une jeune fille de 35, 36 ans par là, pendant de longues heures. C'est pas ici en Afrique. C'est pour dire que le deuxième volet, les enfants abusés sont très souvent issus de familles pauvres. Faut le dire. Vulnérables, en situation de précarité même souvent sévère.
où il n'y a même pas souvent un suivi après, ce qui peut engendrer des infections, autres. Après l'étude que moi j'ai fait, les enfants sont traités avec beaucoup de pitié, beaucoup d'humanité, hein. Moi, les familles que j'ai fréquentées, quand même, les tantes, au sein de la famille, on essaie quand même de cotiser pour accompagner l'enfant, un suivi psychologiquement. Honnêtement, j'ai rarement vu des familles où les enfants sont attablés, encore abandonnés ou maltraités. Non. En toute franchise, les enfants sont quand même accompagnés, on essaie de les écouter et surtout, on essaie de faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Mais j'ai été agréablement surprise d'entendre, docteur, votre point sur la promiscuité. C'est vraiment quelque chose qui doit être étudié. Je pense, par exemple, chez moi, j'ai une règle d'or, les chambres ne sont pas partagées. Ma fille a une chambre à elle et que ce soit les cousins, les grands cousins ne partagent pas le même séjour que les enfants. J'ai une règle d'or chez moi, les adultes ne restent pas avec les enfants qui ne parlent pas. Moi, c'est une règle d'or chez moi. Quand un enfant ne parle pas encore, il n'est pas exposé à un adulte. Maintenant, on peut croire que le fait qu'un enfant ait sa chambre seule, c'est un luxe que peut-être d'autres personnes ne peuvent pas se permettre. Dans ce cas-là, l'enfant peut avoir une chambre avec ses parents jusqu'à un certain âge. C'est pas interdit et les invités partagent donc le salon. C'est comme ça. Donc, ne pas avoir Tu touches, par exemple. Moi, je pense que c'est peut-être par ces faits-là que la plupart des parents tentent aujourd'hui. Ne riez pas, docteur, je vous disais, justement, docteur, que souvent vous voyez un individu qui a l'air totalement sain d'esprit. Oui, remplit toutes les conditions. Parce que C'est pour ça. nous qui rencontrons, qui avons cette identité criminelle, De plus en plus, vous voyez un monsieur, il arrive, il est comme une personne lambda, bien sûr, beau, propre, intelligent. Il n'a pas de problème quand on voit de prima facie. Et quand on vous parle de ce qu'il a commis, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Aussi, l'autre élément, Eva, je voulais intervenir sur cette défaillance qu'on observe. Ça veut dire quelquefois, on donne des noms comme ça, afin que l'enquêteur poursuive ou ouvre une enquête ou auditionne. Moi, je comprends pas pourquoi les enquêteurs se braquent quelquefois. Ils sont paresseux parce qu'ils sont mal payés. Il faut dire les choses il a été établi. Oui. Il a été établi que quelquefois, des noms des personnes insoupçonnées dont on a donné le nom, je ne dis pas, le code de procédure pénale ne demande pas comme la pression, mais il y a des techniques d'enquête policière humaine qui permettent à quelqu'un de dire, voilà, c'est moi. La garde à vue, dans les délais raisonnables, peut permettre à quelqu'un de dire, parce que parfois, ce n'est pas des personnes qui sont des habitués ou des délinquants patentés. C'est des gens, si on bouscule juste un peu, pas des moyens légaux, il fait ses aveux. Il passe à table. Ça a été établi dans les documentaires. Pour moi qui adore l'émission comme Faites entrer l'accusé. Oui. Vous avez beaucoup de personnes. L'histoire, quelqu'un qui traverse par là, on dit viens. À fond, on se rend compte que finalement c'était même lui. Et un jour il passe à table, il dit, il donne le modus operandi et autre chose. Et Eva, la question d'argent mal payé, j'aime pas entendre parler de cela. Moi je pense que pour nous qui avons accepté de faire des métiers humains, avocats, juges, policiers, officiers de police judiciaire, c'est un sacerdoce. Ça veut dire si quelqu'un estime qu'il est policier, gendarme, il n'est pas bien payé, il change de métier, il peut faire la bourse, il peut faire les fusions-acquisitions, il y a autant de choses. Mais si on veut être gendarme, c'est un sacrifice, c'est un drapeau. Si on est policier, c'est un drapeau qu'on porte. Et l'histoire de la mère de Orphée, tragique, ça peut être la nôtre. Ça veut dire l'officier de police judiciaire qui se trouve face à ce genre de dossier doit totalement, doit se déployer de telle manière en son âme et conscience que quand il va se coucher la nuit et dit, au fait, j'aurais fait tout ce que j'ai pu dans la limite de mes moyens. Et ça permet aussi, donc, à la mère d'Orphée, s'il y a des blocus juridiques, parce que bien évidemment, on ne va pas à la NAS ramasser les gens et dire voilà un coupable, parce que moi, l'avocat, je dois aussi respecter le principe de la présomption, mais il faut qu'elle sache qu'on a remué le dossier de telle manière que on comprenne que voilà. C'est le sort qui s'est peut-être frappé. Je ne veux pas dire que c'est cela. Mais quand elle est dans cette incompréhension, c'est pire que ce qu'elle a vécu. C'est pire que ce qu'elle a vécu. Et enfin, malheureusement, notre police judiciaire n'a pas les moyens. Les ADN, les prélèvements d'ADN. La police scientifique. Moi, je ne pas me lâcher, mais je vais me lâcher. En tout cas, conservant le secret, je sais. Bon, parce que vous l'avez dit, je suis pas comme vous, mais oui, on peut être poursuivi.
Ce sujet reste un sujet qui marquera ma vie. Qui me marquera à vie. Si vous prenez mon téléphone, mon fond d'écran, c'est Émile et sa fille. Il n'y a pas une journée où je ne pense pas. Des fois, j'évite de ne pas penser parce que ce qu'il faut dire, c'est que je rencontre Émile quand j'ai perdu mon boulot. Du coup, je lutte déjà contre la cause des enfants depuis. Donc, je suis avec lui 24 heures sur 24. Je ne sais pas si vous imaginez. Avant même d'arriver ici, j'étais dans ma salle de bain. Des fois, je m'assois, je me parle à moi-même, je me dis, mais tu as vraiment fait ça. C'est-à-dire, chaque fois que je me lève, et vous avez dit quelque chose, c'est que, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Moi, je suis allée jusqu'à sur des sites pour faire venir le luminol au Cameroun. Parce que je me suis dit, mais attends, s'il faut qu'on mette les gens face à des preuves, parce que comme je vous dis, mes amis, parce qu'aujourd'hui, Émile, je peux dire c'est un ami, c'est un frère, avec des gens qui soupçonnaient, j'ai dit, je suis allée à chercher à faire venir du luminol au Cameroun, des micros, parce que je me suis dit, il faut des preuves. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Et j'ai envie de dire, je vais le dire aujourd'hui, malheureusement, ça peut être... Il a fait ce que la police, je suis désolée de te couper, n'a pas voulu faire. Et je peux le dire, il a payé un opérateur au Cameroun pour avoir le listing de certains de ses voisins. Il m'avait transmis ça avant de mourir. J'ai tout ça sur mes téléphones. Il est allé avec à la gendarmerie, il leur a dit, j'ai fait ce que vous n'avez pas pu faire, j'ai dépensé mon argent. Enquêtez, voici des coups de fil. Cette dame a appelé ce numéro à plusieurs reprises. Pourquoi elle appelait ce numéro? Ils n'ont rien fait. Tu peux poursuivre, Gabriela. Donc, Oui, c'est terrible. c'est terrible. Et de dire aussi que on ne s'est pas senti accompagné. Mon ami était meurtri, mais il n'était pas à genoux parce qu'il luttait pour tous les enfants. De constater que vous avez été entouré, vous avez été accompagné, mais il faut aussi tenir compte du contexte camerounais. Le contexte camerounais, la réalité, c'est que la corruption, elle ouvre les portes. Et quand vous êtes limité financièrement, très souvent, vous n'y arrivez pas. Donc, moi, je pense que comme vous êtes déjà sur le terrain, comme, disons, engagé pour la cause des enfants, c'est bien que vous ayez une association. Vous en avez une? Non, Ok. elle me l'a déjà dit. Donc, il faut s'organiser en association et se mettre en consortium avec d'autres associations pour que vous puissiez avoir le soutien de toutes ces associations qui ont des connexions ici et là, qui ont des personnes qui peuvent les aider, même financièrement, pour que le dossier aille de l'avant. Parce que parfois, ils bloquent parce qu'ils veulent un peu d'argent. Et quand vous leur donnez, quand vous savez comment ça fonctionne, je parle sous votre contrôle, maître. Ah oui! Non, nous avons tous, Moi, ce que je veux proposer, nous avons tous eu ce que j'ai fait. Nous avons eu des affaires et nous avons dû monnayer pour que ça avance. Madame Solo est ici, je Oui. je ne la regarde pas. Oui. Les portes que je lui ai ouvertes, je ne lui ai jamais demandé 5 francs. Il n'y avait pas un souci d'argent. J'avais même envie de dire que cette affaire défait la chronique parce que souvent il y a un blocus, mais l'argent n'était pas un problème. Moi, je paye un avocat pour mon entreprise pour aller regarder. Je gagnais, moi, j'aime pas, moi, je suis pas, j'ai envie de dire, je ne suis pas quelqu'un des caméras, je ne veux pas entrer dans les détails. J'ai mis tout à disposition, il n'y avait pas un souci d'argent. Peu importe le montant que vous appelez, vous voulez mettre quel barème comme argent, je vais vous monter jusqu'à 30 millions, 20 millions, il n'y avait pas un problème d'argent. Peut-être pas payer ça. La volonté, si je paye un avocat pour mon entreprise pour aller me lire un contrat à la communauté urbaine, je paye un honoraire de 150 000. Combien de fois pour... J'ai même appris que dans les cabinets d'avocats, maintenant, il faut ouvrir des dossiers et c'est ce que je compte faire très prochainement. Je suis mère d'enfant, j'ai ma fille qui a 2 ans. Je ne peux pas entrer dans les détails. J'ai une cause personnelle pour laquelle je lutte pour ça. En fait, c'est une petite fille qui a marqué mon esprit. Je tombe dessus sur Beta Teams. Je suis au bureau en train de travailler, j'étais en agence de com, ça ne me quitte pas de toute la journée. C'est comme ça que je cherche le numéro de son papa. Quand j'ai son papa au téléphone, je pleure au téléphone, lui-même il doit se dire que mais ça c'est qui? On essaye de se voir, on n'y arrive pas et la petite n'a pu quitter ma tête. C'est une petite dont j'ai même souvent rêvé, j'ai souvent rêvé d'en faire comme si chaque fois que je dois me détourner, elle me dit ne laisse pas tomber, ne laisse pas tomber. Et je vous garantis que on est proche, on va trouver qui a fait ça. Ça prend du temps parce que je suis jeune, je me cherche encore, j'ai ma vie, je suis en train de me lancer ma boîte, j'ai une fille, chaque fois que je veux retourner, je regarde ma fille, je dis si quelque chose arrive à ma fille,
Et des petites filles comme on fait de 5 ans, de 6 ans, de 7 ans, de 10 ans, il y en a. On a eu Tifine Barga dernièrement. Il y en a d'autres encore dans les régions reculées du Cameroun qui tous les jours sont abusées par leur papa, par leurs oncles, par des amis, par des voisins. Et il y a un silence face à cela. Et c'est à ce silence que nous souhaitons dire stop aujourd'hui. Docteur Arthur, je voulais vous demander, quand vous avez discuté avec ces pédocriminels dans le cadre de vos recherches, de vos enquêtes à la prison centrale, je ne sais pas si c'est Newbel ou de Kodengui, quelles sont les réelles motivations d'un pédocriminel? L'attirance vers les plus jeunes, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Qu'est-ce qu'un d'entre eux vous a dit sans bien sûr donner son identité? Avant de répondre à votre question, j'écoutais tout à l'heure l'intervention de Mandorfé et de Gabriela. Gabriela, et puis je pense que dans des situations pareilles, il y a ce qu'on appelle le traumatisme, tout le stress post-traumatique. Et dans le suivi des victimes survivantes ou survivants, il y a souvent ces pathologies-là qu'on retrouve. Mais ces pathologies-là sont aussi retrouvées chez, je veux dire, chez les personnes, chez les proches. Et quand j'écoute tout à l'heure Gabriela qui dit, elle décrit beaucoup de symptômes qui font penser que c'est important le suivi. Ouais. Le suivi n'efface pas, le suivi pour la victime, pour la survivante, pour les proches, n'efface pas l'événement. Mais le suivi fait en sorte qu'on puisse mieux digérer émotionnellement la situation. Pour revenir dans votre question maintenant, on dit depuis le début, il y a des mobiles qui mènent à l'acte délictuel. Les mobiles peuvent prendre source dans les traumatismes de l'enfance, dans les expériences de maltraitance, les expériences émotionnelles, affectives, les carences affectives et autres. Mais maintenant, il y a le facteur immédiat. Le facteur immédiat, c'est le facteur qui pousse souvent à l'acte immédiat. Et là, je veux dire, dans certaines victimes, souvent, sont des personnes lambda, mais les personnes innocentes. Ça veut dire que c'est pas inscrit forcément dans leur ADN ou dans leur fonctionnement, la tendance à pouvoir commettre ces actes. Mais c'est peut-être le stress ponctuel qui a fait en sorte que, allez, de manière impulsive, de manière non contrôlée, et ces personnes-là sont souvent difficiles à détecter. Ça veut dire que on est avec eux, mais quand vous dites le simple fait que la famille donne un nom, en essayant un peu de questionner, d'auditionner la personne, parce que chez cette personne-là, on retrouve beaucoup de culpabilité, mais la culpabilité, elle est interne. S'il est face à une confrontation, quand on demande, est-ce que c'est là peut-être il y a un moyen de se dénoncer soi-même. Mais s'il n'y a pas ça, on va peut-être jamais retrouver. Et donc, les mobiles du moment, les mobiles du passage à l'acte sont généralement, ça peut être les stupéfiants. Qu'est-ce que un d'entre eux vous a dit? Alors, je vais taire le nom, mais je vais taire la prison, parce que dans la prison, peut-être on peut, j'en ai rencontré un qui a abusé sexuellement de 3 jeunes filles, toutes des sœurs. Quel âge? 3 ans, 8 ans et 9 ans. Ok. Et, était-il de cette famille? alors non, il était coiffeur. Ah, coiffeur. Oui. Ok. Et sauf que la maman des 3 filles avait l'habitude d'aller coiffer les enfants chez le monsieur. Et c'est devenu tellement une relation semblable à une relation familiale que la maman partait souvent laisser Et elle partir. partait. Et donc, ce qui se passe, c'est que avec la première fille, ça commence avec la première fille de 9 ans. Selon ce qu'il dit, selon ce qu'il rapporte, c'est que il est arrivé une fois, la maman avait déjà laissé l'enfant et elle était partie. Mais il était prévenu quand même que l'enfant était là. Et donc, il est arrivé, il avait bu. Et c'est comme ça qu'il est passé à l'acte pour la première fois. Et puis, ça a été quotidien, ça a été de manière quotidienne, de telle sorte que, en réalité, lorsqu'il a passé à l'acte, il récompensait l'enfant. Donc, pour l'enfant, c'était comme quelque chose qui est sympa et quelque chose de normal. Et c'est comme ça que l'enfant a également conduit ses jeunes sœurs à ce. Vous voyez que. C'est la grande de 9 ans qui amène la petite de 8 ans et de 6 ans. Le tonton donne des bonbons, parce que le tonton donne des biscuits. Et donc, il faut également qu'on. Et tout ça sous le regard aveuglé de la maman qui se dit qu'elle a trouvé une nouvelle famille où elle peut laisser ses enfants. Effectivement,
au courant de rien. Donc, voilà peut-être les choses qui peuvent le pousser. Lui, c'était l'alcool. Ouais. Pour une autre personne, c'était, là, on parlait d'une jeune fille de 16 ans. Pour lui, c'était parce que elle a refusé de m'épouser. Là, on est dans quand même une origine particulière, Oui. parce qu'elle a refusé de m'épouser. Pourtant, j'ai financé les études, pourtant j'ai fait ça. Vous voyez que les mobiles peuvent être différents hein, des uns des autres. Et les victimes, j'ai envie de dire que les victimes, il n'est pas question de promiscuité. C'est vrai que la promiscuité est un facteur important. Mais les patients qu'on reçoit souvent sont des patients qui viennent de familles entières. Et Dieu seul sait ce qu'on écoute lorsqu'il y a violence derrière. C'est peut-être mon oncle, lorsque mon père m'a envoyé en congé, en vacances. C'est peut-être l'oncle. C'est pas, la promiscuité, c'est vrai, c'est un facteur. Mais même dans des familles nantis, c'est encore très, très présent dans ces familles-là parce que le père peut faire confiance à son oncle, il se dit, car mon oncle peut pas faire ça. On peut envoyer chez l'oncle, c'est le cousin qui le fait et puis, oui, c'est très compliqué, ces questions. On touche presque à la fin de ce programme, mais avant, je voulais vous demander, docteur, pourquoi les enfants ne parlent-ils pas? Oui, Parce que ça doit être psychologique aussi. Un enfant qui se fait abuser, pourquoi il ne parle pas à ses parents? en général, les enfants ne parlent pas pour deux raisons. La première, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est qu'ils ont le sentiment d'avoir péché, d'avoir fait ce qu'il ne fallait pas faire, soit pourquoi je suis allé chez ce tonton, je ne devrais pas y aller. Donc cette culpabilité est là. La deuxième raison, c'est généralement la menace du tonton ou de l'oncle ou de la tante, la tata. Souvent, on appelle ça en droit la crainte révérentielle. Ok, voilà, la crainte révérentielle. Parce que ces agresseurs-là, ils menacent non seulement de tuer l'enfant, mais de tuer aussi les parents de l'enfant. Vous voyez? Et donc, l'enfant ne veut pas perdre sa vie et ne veut non plus perdre ses parents. Il va donc rester silencieux. Ou bien elle va rester silencieuse pendant si c'est le papa qui le fait, l'enfant a une sorte de confusion dans sa tête. Est-ce que je vais livrer mon papa? C'est quand même lui qui s'occupe de moi, il paye mon école, il fait ci, il fait ça. Donc l'enfant a cette souffrance-là. Et si d'aventure la mère est au courant, la mère, est-ce que je vais donner ma famille en éclat? Parce que si c'est le père et que la mère est au courant, ben le père va être arrêté, il sera en prison. Si c'est lui qui est le pouvoir principal, qu'est-ce qui va se passer avec la famille? Donc, il y a un ensemble d'éléments qui rentrent là-dedans. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que il faudrait toujours dénoncer. Et il faut dénoncer où? Dans les affaires Si sociales. vous permettez, c'est la même question. Oui. Mais en terminant, c'est la même question. Je prends un autre cas. Hein. Une jeune maman qui est partie en Occident, qui a fait ses papiers d'immigration et a laissé ses enfants, un garçon et une petite fille, chez son papa. Et donc la fille est devenue l'épouse du papa à la maison, en fait, pendant des années. Vous voyez un peu des cas pareils. Et la famille, il est nanti. Le monsieur, lui, il est très nanti, très aisé, très à l'aise. Un bon salaire, un bon travail. Mais maintenant, pourquoi les enfants ne parlent pas? Vous avez bien dit enfant. Souvent, on a tendance à croire que l'enfant, c'est l'adulte. Considérez l'enfant comme adulte, c'est comme si vous donnez votre maison à un architecte et vous dites sur un an, si moi vous venez lui demander, je veux ma maison. L'enfant ne parle pas parce que souvent, c'est compliqué de mettre les mots sur ce qu'on a vécu. L'enfant ne sait pas la signification. Une jeune fille, 24 ans, on l'a reçu, non, 28 ans, on l'a reçue, elle travaille, mais l'entreprise l'envoie parce qu'elle est hostile au travail avec les hommes. Avec les hommes. Alors, avec les hommes, parce que l'entreprise a des hostilités au travail avec les collègues. Mais lorsqu'on essaie de regarder le profil, l'hostilité, c'est beaucoup plus avec les hommes. Mais lorsqu'on essaie d'investiguer, on se rend compte qu'en réalité, il y a violence sexuelle à 8 ans. Vous voyez où ça prend source. Et lorsqu'on est trop jeune, trop petit, on ne peut pas mettre le mot de ce qu'on a vécu. On ne sait même pas ce qu'on a vécu. Surtout si on est menacé ou alors surtout si on est récompensé après ce qu'on a vécu. Et donc, c'est quand on grandit, 15 ans, 16 ans, quand on commence à écouter des choses, on commence à comprendre que, ah, ça veut dire que ce que tonton là me faisait, ce que tonton là me faisait, c'était, et puis, la honte. D'autres, je vais aller quand même dire à maman parce que maman dit que, ah, allez ça. Vous voyez un peu, le double traumatisme de ce qu'on a vécu qui commence à s'installer, puis
on commence à changer parce qu'on se dit qu'on a été humilié, on est sale, etc. Donc, l'enfant ne parle pas. En dehors de ça, il y a beaucoup de choses que aussi, il ne sait pas ce qu'il a vécu. L'enfant. Alors, mais tout à l'heure, docteur Malé l'a dit, certains pédocriminels vont en prison, ressortent au bout de 3-4 ans. Qu'est-ce qui explique déjà cette légèreté dans la manière de traiter ce type de criminel? Et aussi, est-ce qu'il ne faut pas au Cameroun des juridictions spécialisées pour les crimes sur les enfants, afin que ces sanctions sévères, une fois qu'on en a puni un ou deux, soient pérennes dans la tête de certains et qui ne posent plus ce type d'acte? Alors, vous posez quand même des questions essentielles sur la suite après la prison. Et c'est le malheur chez nous. Chez nous, j'ai beaucoup aimé la vision iconoclaste du docteur tout à l'heure sur la prison et le congélateur. C'est notre travail ici. On prend des gens, on n'embarque dans des fourgons ou mélanger à tout type de criminalité. Et on se demande pas, on se dit pas qu'est-ce qu'il y aura pour la suite? Est-ce qu'il y aura une suite? Est-ce que si cette personne sort, elle s'est reconstruite? On peut connaître quelqu'un à 20 ans. Et si cette personne a l'espérance de vie, elle sort après 20 ans, qu'est-ce qu'on fait? Mais il n'était même pas question de la suite. Parce que la peine alternative, c'est tu as 20 ans, on te donne pour 20 ans. Mais on te dit, OK, au lieu de te donner pour 20 ans, on te donne pour 15 ans. Mais pendant que tu y es, tu vois un psychologue. Bien sûr. Est-ce que Pendant. Ce n'est pas que c'est après. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pas après la sortie. vous recevez de manière permanente des personnes comme Mais c'est vous qui êtes censé. Non, en fait, la décision de justice, et c'est le malheur, c'est que les juges aujourd'hui fonctionnent un peu comme les robots. Je crois que ça va devoir évoluer avec le contexte. C'est que quand le juge rend sa décision coupable, tel nombre d'années, dommages et intérêts, pape, dossier suivant. Or, le juge, est-ce que l'enquête ou l'audition sur la personnalité, vous voyez souvent les procès des crimes, les procès en France, par exemple, je cite le pays qu'on suit le plus. Vous avez souvent une journée pour l'affaire Mazan. On dit aujourd'hui, l'audience est consacrée à la psychologie, à la personnalité de l'expertise psychologique de l'accusé. C'est ça. Chez nous, non. Vous êtes coupable ou non coupable? Non coupable. Asseyez-vous. Oui. Voilà, on pose des questions. Non. On connaît même pas l'individu qui est assis dans le box. Aujourd'hui, notre code de procédure pénale et possibilité, c'est qu'il a le droit de garder le silence. Ça veut dire aujourd'hui, la mère d'un fait, je dis n'importe quoi, on trouve le suspect. Devant le tribunal, il est accusé, et on dit, expliquez-nous, il dit, j'ai le droit de garder le silence. Vous n'avez aucune information. Donc, aujourd'hui, avec les enquêtes psychologiques, parfois, quelqu'un refuse de parler à l'audience, mais il peut aller parler à l'expert psychologique. C'est qu'on oublie. OK? On peut recueillir certaines informations au niveau de l'expertise, comprendre quelle est sa personnalité criminelle, quelle est son attitude, pourquoi il fait ça et quels sont les moyens de contournement. Parce qu'il faut aussi relever autre chose. Même les enquêteurs, même les juges que nous avons ne sont pas aguerris pour ce type d'infraction. Parce que ça appelle aussi notre science, la sociologie, la psychologie. C'est très important. Et ces juges, excusez-moi, manquent souvent un peu d'empathie. Parce que vous l'avez dit, moi, juge face à quelqu'un qui est reconnu coupable, c'est-à-dire que tous les faits le présentent comme coupable, je suis désolée, je vais directement à la peine de mort ou au moins 100 ans de prison et on n'en parle plus. Et va sur la peine de mort. Et ferme. Sur la peine de mort, on peut en discuter. Non, on a vu ça une fois avec le petit bébé Matisse également, dont il est important d'en parler. On l'a quand même condamné à la peine de mort. Maintenant, peut-être ses avocats vont faire appel, etc. On va essayer d'alléger puisque la peine avec, voilà, sur la place publique, ça n'existe plus depuis. Bon, sur la peine de mort, voilà. On peut faire une autre émission dessus. Je ne veux pas en parler sur le plan juridique. Oui. Mais, quand je disais, la question, les juges aujourd'hui ne sont même pas aguerris parce qu'il y a une question de formation sociologique et psychologique. Et c'est pourquoi la question de est-ce qu'il ne faut pas créer des juridictions spécialisées? Je vais répondre comme les juristes font toujours, oui et non. Non, pourquoi? Qu'est-ce que les juridictions spécialisées au Cameroun ont résolu comme problème? Je pense que le TCS a résolu un problème sur la criminalité, la corruption dans la gestion des deniers publics au Cameroun. À minima quand même. À minima. Bon. Est-ce qu'il y a plus de corruption? Est-ce qu'il y a plus de détournement? Si. Bon, de toute façon, c'est un autre débat. Est-ce que parce qu'on a une juridiction spécialisée au niveau du tribunal militaire, par exemple, ça résout certaines infractions, les braquages à armes à feu? Non. Par contre, je vais répondre par oui, parce que s'il y a une juridiction spécialisée pour des violences, infanticides, abus sexuels sur mineurs,
ce type d'infraction, ou une chambre, pas une juridiction, on peut créer une chambre dans des juridictions spécialisées. Dans ce cas, on envoie des maïsas conformes sur ces questions, avec des psychologues, les sociologues, les pédocriminels, tout ce qu'il y a de totalement spécial sur ce genre de criminalité. Est-ce que l'urgence n'est donc pas là avec tout ce Si, qu'on observe si. sur l'ensemble du territoire? Si. Est-ce qu'il n'y a donc pas Si, urgence il est pour la création et ces formations? Aujourd'hui, on a à peine, oh, je ne vais pas utiliser l'expression, peut-être c'est maladroit, on va pas dire digérer, on a à peine accusé le coup d'une violence, d'un assassinat d'un enfant, que on a même encore, vous voyez, on parlait, c'est comme, en fait, quand j'entends 2 ans, 1 an et demi, j'ai l'impression que c'était hier, pourtant, c'est hier que je voyais sur les réseaux sociaux. C'est ça. Et elle me tague quelquefois sur ces situations. Et après, on a fini. On dit le père est décédé. Je dis, mais c'est pas possible. Après, on a tel enfant. On a Matisse. Après, on n'a même pas fini. Divine Matisse, la décision encore dans l'exercice de voie de recours. On a dans la foulée divine, on a l'autre enfant. Je crois qu'à un moment donné, il faut aussi, à un moment donné, l'État essaye de frayer en face. Oui. Ça veut dire qu'on est face à ces situations. L'État dit, OK, je prends, dans le cadre de la suivi de certains dossiers, je prends 2, 3 dossiers qui sont totalement établis. Bien évidemment, ces gens auront des avocats pour se défendre, c'est ce que la loi prévoit. Mais pour faire passer un message, déjà pour rassurer les populations, les parents. Oui, pour montrer que, attention, c'est pas une affaire simple. Il faut sanctionner, il faut punir. Et ce sera peut-être votre mot de fin parce qu'on est en train de terminer. Mon mot de fin, c'est que les deux là doivent être suivis. Ça, c'est le premier mot. Hein? Les deux aussi doivent être suivis. Je suis très sérieux quand je le dis. Elles ont besoin de cela. L'autre chose, c'est que il y a déjà un travail qui est fait sur le terrain pour former des psychologues pour faire ce type d'expertise. Et là, il est mieux placé pour donner des détails là-dessus. Parce qu'à l'université, on forme des psychocriminologues, des psychotraumatologues. Oui. On est déjà à plus de 4 promotions. Vous comprenez? Ils sont là. Et on appelle souvent les magistrats pour être membres du jury. Ces étudiants, ils font des stages là-bas. Vous voyez? Il y a un travail qui est en train d'être fait. Il faudrait que le quorum soit atteint et que peut-être ils s'organisent et que l'État leur donne l'espace, comme aujourd'hui dans les hôpitaux. Il y a des psychologues partout dans les hôpitaux aujourd'hui. Dans la ville de Douala, tout au moins. Donc, si on peut faire la même chose au niveau de la justice, avoir des ça spécialisé. Oui. Clairette, si aujourd'hui, et je terminerai par là, Orphée pouvait parler, dire quelque chose à la société, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait entendre? Ne me touche pas. Je suis un enfant. J'ai le droit de croire en mes rêves. J'ai le droit de réaliser mes rêves. J'ai le droit de vivre, tout simplement. Ne me touche pas, je suis innocent. Situation, celles-là qui ont eu la chance, pour l'instant, de ne pas vivre ce que tu es en train de vivre, qu'est-ce que tu leur dis, aux parents en général? La société est gangrénée, je vais dire ça comme ça. Alors, il faut être vigilant. Il faut pas minimiser son ressenti, ses intuitions. Il faut être en alerte. Il faut beaucoup dialoguer avec ses enfants. Et il faut être rigoureux, très rigoureux. Parce que être laxiste, ça donne un peu des ailes aux personnes qui nous entourent. Il faut être ferme. Merci beaucoup, Clairette, d'avoir accepté de participer à cette émission. Gabriela, le docteur l'a dit en blaguant tout à l'heure, vous avez toutes les deux besoin d'un suivi psychologique. Toi, à travers les histoires que tu rencontres au quotidien, les histoires que tu suis, les familles que tu assistes pour l'instant sur le plan personnel, parce qu'il faut le dire,
Je suis témoin que Gabriela envoyait souvent de l'argent à des familles qu'elle ne connaît pas parce qu'un papa décrit la douleur de sa fille, il peut pas l'amener à l'hôpital. Qu'est-ce que tu souhaites faire passer comme message aujourd'hui, que ce soit aux familles ou alors aux autorités, parce que tu es en plein, j'ai envie de dire, intermédiaire entre les deux parties. Merci Eva pour ce clap de fin. Avant mon engagement avec les entreprises, les multinationales m'empêchaient d'exercer pleinement ce que j'avais envie de faire par rapport aux enfants. Mais aujourd'hui, je demande à l'État d'agir. Je demande à l'État d'agir. Que l'État prenne ses responsabilités. Tout enfant a droit à un rêve. Tout ce que je demande, que l'État agisse. Et aux mamans, aux parents, l'écoute, les enfants, l'éducation, on dit souvent qu'elle commence dans nos foyers. Qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui? La vigilance. L'habit ne fait pas le moine. La vigilance. Moi, aujourd'hui, même avec un chauffeur, je ne laisse pas ma fille avec un chauffeur. Si je sors acheter une banane, je sors ma fille de la voiture. L'attouchement, c'est le doigt, c'est la langue, c'est bref. La vigilance. Redoublons de vigilance. Il faut redoubler de vigilance. Le mal est là. Faut pas être dans le déni, il faut redoubler de vigilance et surtout, ne lâchons rien. Ne lâchons rien. 9 mois, c'est pas 9 jours. Les petits garçons, si on revient là-dessus, qui sont aussi victimes, faut redoubler de vigilance, faut qu'on arrête d'être dans le déni. Le mal est là, il faut prendre des dispositions par rapport à ça. Merci infiniment, docteur Arthur. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, enfin, pour clôturer? Pour Gabi, je dirais peut-être que même les psychologues ont des prophéties. Donc, porter une cause pareille, ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup de ressources émotionnelles surtout. À l'État, je dirais peut-être je prends l'article 340 par exemple qui parle des infanticides. Je pense qu'aujourd'hui ça doit être revu. Ça doit être un peu revu. Et c'est très léger ce qui est décrit à l'intérieur. Je pense qu'il faut, et vu que l'État a commencé à réviser beaucoup de choses, la Constitution par exemple, je pense que c'est le moment de réviser aussi, de continuer jusqu'à la fin. Et il faut sanctionner même ceux qui sont à côté. Parce que lorsqu'on regarde une vidéo, on va entendre le voisin qui va dire, ah non, on avait l'habitude de taper l'enfant là-bas. Mais on n'a jamais dénoncé. Ça, on doit sanctionner. On doit éviter que les choses paraissent dans les réseaux sociaux. Et ces voisins aussi qui entendent des enfants crier, réagissez, venir guetter juste pour voir si c'est juste son papa qui lui a mis une gifle, c'est pas mauvais. Mais venez quand même regarder parce que vous ne savez pas de quoi vous pouvez sortir un enfant. Maître, pour terminer, tu as la posture de la loi sur ce plateau, tu nous as encadré, révélé un peu comment ça se passe au niveau des juridictions. Qu'est-ce que le papa en toi d'abord, et puis maintenant l'avocat, qu'est-ce qu'il dirait en mot de fin? En mot de fin, c'est toujours de sensibiliser les populations sur les dangers et les conséquences. L'infanticide, c'est la mère auteure de l'assassinat ou du meurtre avec un complice de son enfant, c'est 5 à 10 ans de prison. Si vous tuez quelqu'un dont un enfant, puisque l'infanticide, d'abord, c'est un enfant qu'on tue dans le mois de sa naissance. Dans le mois, non, ça ne punit que la mère et son complice. Donc, si un enfant est tué dans le mois de sa naissance, c'est l'infanticide. Et c'est la mère, généralement, qui est l'auteur principal, avec ou sans complice, 5 à 10 ans. Si vous tuez un enfant, meurtre, prison à vie. Si vous tuez un enfant avec préméditation, ça veut dire qu'avec empoisonnement, vous avez préparé ce meurtre, c'est l'assassinat. Peine de mort. Je vois sur les réseaux sociaux des gens violenter des enfants. C'est de la torture. Si vous torturez un enfant et que l'enfant décède, la peine de prison est à vie. Si vous torturez un enfant et que cet enfant s'en sort avec des blessures graves, dont la perte permanente d'un membre ou d'un organe, c'est 10 à 20 ans. Si vous torturez un enfant et que l'enfant s'en sort avec des blessures dont l'incapacité est supérieure à 30 jours, c'est 5 à 10 ans de prison. Si vous le faites sur un enfant, acte de torture avec une incapacité inférieure à 30 jours, c'est 2 à 5 ans de prison. Sachez que la prison vous guette pour tout acte de violence. Et même en cas de viol, la peine, c'est 10-20 ans. Lorsque c'est un enfant sur lequel vous avez autorité. Donc, c'est très important. De temps en temps, il faut que vous, par exemple, Veva, je félicite,
ton travail également, les médias, Season Media, sur le travail que vous faites. Il faut la sensibilisation. Je pense que de temps en temps, il faut faire même des push messages pour rappeler les peines de prison, les amendes. Ça va permettre aux gens de savoir que voilà, ce matin quand on se lève, voilà ce qu'on encourt si on porte tel acte sur un enfant. Et nous sommes ouverts. Bien évidemment, la justice est toujours ouverte pour accompagner. Merci infiniment à tous les panélistes. Merci beaucoup, Clairette. Merci, Gabriela. Les docteurs, docteur Arthur, docteur Paul Tang. Merci, maître Chimou. Un enfant ne peut pas se protéger seul. Notre silence est une arme entre les mains des bourreaux. Parler, dénoncer, croire en vos enfants, ce n'est pas trahir une famille, c'est sauver une vie. Si cette émission libère une parole, alors elle aura déjà rempli sa mission. Merci encore à nos invités. Merci à vous, chers auditeurs et téléspectateurs, de n'avoir pas détourné votre regard et arrêtez de détourner votre regard. Le silence tue. Parlons, protégeons, agissons. Season Media, votre partenaire fidèle pour des thématiques fortes et impactantes. N'oubliez surtout pas de télécharger notre application et de continuer de nous suivre. Et surtout, rappelez-vous, il y a une marche dédiée pour les infanticides ce 25 avril sur l'ensemble du territoire national pour décrier, pour soutenir, pour sensibiliser et pour accompagner cette initiative de plusieurs associations locales. Mettons-nous tous en tenue blanche et gagnons nos rues. C'est une marche pacifique, ce n'est pas une marche politique. Alors, rejoignez-nous pour ce combat. On vous remercie pour votre fidélité et à très bientôt. Au revoir.